Bonjour à tous, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu Dawn's Early Light, publié par Compass Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des cartes du tout petit deck Prélude qui ne contient que 12 cartes et qu'on utilise, je le rappelle, qu'au tour du même nom, c'est-à-dire au tour Prélude, aussi appelé le tour 0, un tour qu'on joue là avant même le premier tour. Bon, on va en profiter pour bitcher tout de suite pendant qu'on est tôt dans la vidéo. Je ne suis pas un grand fan de cette mécanique-là. Quand j'ai joué à ce jeu-là, j'étais bien content de jouer par email parce que, comment dire, il y a 12 cartes dans le deck. Il est splitté en deux au début du tour prélude. Donc l'Américain a 6 cartes, le Britannique a 6 cartes. Normalement, normalement, là, vous êtes capable de savoir exactement quelles sont les 6 cartes qui sont en main de votre adversaire. C'est pas un secret. Puis au bout là, de peut-être 3-4 games, euh, ça va devenir là, presque inné, ce savoir-là. Là. J'aurais vraiment, vraiment pas trippé sur cette idée de design-là. Si par exemple j'avais été invité chez un de mes chums, puis on s'assoit pour jouer, puis là je vois ce tout petit deck-là, qui est toujours le même à chaque game, il me donne 6 cartes, il se garde 6 cartes, je veux dire, tant qu'à moi, là, ce tour-là, là, on peut le jouer quasiment à jeu ouvert. On peut le jouer avec les cartes sur la table. C'est probablement comme ça que je le ferais avec un débutant pour lui dire, gars, là, ces maintes cartes-là, elles ne sont, c'est pas de l'information secrète, c'est pas de l'information cachée. On est supposé de savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains, les uns les autres. Là. Ce serait vraiment stupide de faire une gaffe en disant ah, ben, je savais pas que tu avais cette carte-là dans le tour prélude. C'est complètement ridicule. Une fois qu'on ajoute les cartes de 1812, là, c'est all over the place. Il y a 30 quelques cartes qui se rajoutent. Puis là, vraiment, on peut avoir n'importe quelle carte en main. Fait que là, c'est correct. On joue ça comme on joue n'importe quel autre card-driven game. Mais vraiment, pour ce petit tour-là, comme je dis, là, si j'avais à jouer contre un débutant, là, probablement que je distribuerais les cartes face-up sur la table, puis on les joue comme ça, là, puis on a le droit de regarder. Bon, c'est mon petit côté compétitif qui parle. Vous pouvez aussi laisser la magie de l'inconnu guider vos affaires, mais bref, je ne suis pas un grand fan de ça. Je rappelle aussi qu'au tour de prélude, on ne joue que 4 cartes sur les 6 qu'on a en main. Ceci dit, les deux autres, on les jette pas aux poubelles, on les garde. Fait qu'on va piger juste 5 cartes après au prochain tour. Donc, éventuellement, même si on a gardé, vous êtes l'Américain, vous avez gardé 2 cartes britanniques chiantes du deck de prélude. Au prochain tour, là, à partir du tour 1 jusqu'au tour 8, là, vous devez jouer toutes les cartes que vous avez en main. Fait que ces événements-là vont arriver tôt ou tard. J'en profite aussi pour rappeler une très bonne pratique dans les card-driven games, si possible, surtout au début de la partie comme ça, encore plus avec les cartes préludes. Essayez de jouer les hops de vos événements pour que vos événements soient rebrassés éventuellement dans le deck et se ramassent potentiellement dans la main de votre adversaire et le fassent se chier. Euh, donc, essayez de ne pas tout brûler vos événements, surtout les cartes qui sont remove from the game. Posez-vous la question. Est-ce que je préfère utiliser les hops et que cette carte-là revienne? Parce qu'à la longue, c'est un classique. Si vous avez déjà joué à Twilight Struggle, par exemple, si vous ne faites qu'utiliser vos événements et enlever vos cartes du jeu, là, ben, à un moment donné, le pourcentage de cartes de votre faction dans le deck diminue. Là. Puis là, c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des mains de cartes épouvantables. OK. Ceci étant dit, 12 cartes, 5 cartes US, 5 cartes British et 2 cartes neutres. L'autre affaire que je trippe pas, holy shit, que ce tour-là est important. Là. Puis, dépendamment, là, qui met la patte, entre autres, sur les 2 cartes neutres, là, ça fait une méchante grosse différence. Si le même joueur se retrouve avec les 2 cartes neutres, pour moi, il tombe avec un gros avantage par rapport à son adversaire. Là. Puis, il y a des événements, je pense qu'une attention particulière, je dis pas que ça n'a pas été fait, mais je pense qu'une attention particulière aurait dû être portée aux cartes de ce deck-là. Là. Parce qu'il y a il y a des événements un peu pointless, puis c'est un peu triste. C'est pas trop grave un événement pointless s'il est mélangé à travers 86 cartes, là, puis qu'on le voit une fois par game quand on est chanceux. Là. Mais là, encore là, je me répète, mais ces cartes-là, là, on va les voir systématiquement. Là, c'est l'ouverture classique du jeu. Alors, je trouve qu'il y a des événements qui ont
plus ou moins d'affaires là, mécaniquement, là, au niveau de leur effet, là. Fait que on va les voir à mesure. OK, maintenant tais-toi, Marco, et révise les cartes préludes. Donc, le Chesapeake Léopard Affair. Alors, très bonne carte US. Plus un sur le public opinion ou plus un sur l'économie. Je vous ai déjà dit, là, moi, la track d'économie, moi, si j'ai cette carte-là en main, je joue ça instantanément pour l'événement et je me paye 2D par Ops pour mon privateering. C'est extrêmement pratique, là, même si ça veut dire qu'elle est removed from play. Et encore là, rappelez-vous, si vous ne l'avez pas, votre adversaire, là, alors au mieux, le British va la garder dans sa main à la fin du tour de prélude. Alors vous allez être privé peut-être, là, il va la jouer peut-être à la fin du premier tour. Le mieux qu'il peut espérer le British, s'il a cette carte-là en main, là, c'est de la jouer à la fin du premier tour. Il n'y a aucune façon de s'en débarrasser. Alors encore là, vous savez que le British va l'avoir. S'il est brillant, il va la jouer comme toute dernière carte du tour. Il va vous forcer à faire des privateering peut-être au gros prix plutôt que d'avoir 2D par Ops. Ceci dit, très bonne carte. Voilà une carte encore là, c'est majeur qui la pige. Là. Fait que c'est une belle carte de 4 Ops. C'est sûr et certain, si j'ai l'américain, je joue cette carte-là pour les Ops, sûr, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un petit côté positif pour l'américain. On choisit Miami ou Shawnee et on enlève toutes les forces indiennes de cette région-là et on ajoute 2 milicias. Alors, au début de la game, il y a 2 unités indiennes à Shawnee et il y en a 2 à Miami. Évidemment, si le British a cette carte-là en main, il va utiliser les Hops en premier, fort probablement. Et puis, il va bouger ses 2 unités indiennes de Shawnee, mettons à Cherokee. Il va bouger les 2 de Miami à Cherokee. Là, il se retrouve avec 5 unités indiennes à Cherokee. Puis l'événement comme tel, en tout cas en termes d'enlever des unités indiennes, là, ça n'a pas d'effet. Par contre, l'Américain pourrait quand même ajouter 2 de milice euh, dans une de ces 2 régions-là. Et là, ça active Tecumseh. Et que fait-il, notre bon ami Tecumseh? Là, je vous ai montré dans un des vidéos, c'est un marker qu'on va venir mettre ici là, pour se rappeler que c'est en jeu. Il risque d'être en jeu très longtemps. Là, je pense qu'il peut juste être remové en 1814. Alors, tant que Tecumseh est en jeu, le British, lors d'une attaque qui inclut des forces indiennes, a un dé de bonus. Alors, dès qu'il y a une force indienne, il peut avoir une unité indienne puis 3 milices, il y a quand même son dé de bonus, maximum 1, dès qu'il y a des forces indiennes. Alors ça, c'est un cas aussi, le British là c'est un 4 Ops qui engendre pas trop de remords, qui est même positif à la limite pour lui parce que pour la portion que ça active Tecumseh. Définitivement, my God, si vous avez ça comme Américain, jouez les Ops, l'événement ne sera pas joué, Tecumseh ne sera pas en jeu. Et puis, God knows quand est-ce que cette carte-là va revenir, parce que, comme je disais, au tour 1, on ajoute un méchant paquet de cartes. Là. Fait qu'on pourrait être un bout sans la revoir. C'est le Treaty of Fort Wayne. Je me suis emballé, puis j'ai pas dit le nom de la carte. Ensuite, Free Trade and Sailors' Rights. Petite carte de 1. Donc, l'événement est à la hauteur de sa valeur en Ops, c'est pas vargeux. Alors, vous ajoutez un Recruit Token dans 3 villes américaines. La twist de ça, bon, dans les villes classiques, c'est pas la fin du monde là, parce qu'ils commencent déjà avec des tokens de recrutement, probablement plus de tokens de recrutement que vous pouvez faire de recrutement au début de la game. Mais ce que ça permet de faire, cette bébite spéciale qui est Détroit ici, qui n'a pas de valeur de recrutement. Donc elle ne reçoit pas Détroit de tokens de recrutement automatique à la fin de chaque tour, mais via cet événement-là, vous pouvez venir mettre un marqueur de recrutement à Détroit, ce qui va beaucoup aider à sa défense. Si vous ajoutez après ça un régulier à Détroit, là, avec le dé de bonus des, euh, des US Hometown Region, vous allez être capable de vous défendre pour la peine. Celui-là n'est pas remove from the game, demeure en jeu, alors à vous de voir comme Américain ce que vous voulez faire avec si vous le pigez. Ensuite, les Warhawks. Vous ajoutez 2 milices dans n'importe quelle région rurale US. L'autre chose importante à savoir au tout début de la game,
Le US, n'ajustez pas votre appareil, n'a que 3 milices de disponibles. On vient déjà de voir deux cartes américaines qui ont le potentiel d'ajouter 4 milices dans le deck prélude. Alors, ça veut dire que si dès le tour de prélude, cette carte-là est jouée, puis la carte là, du Treaty de Fort Wayne, ben, l'Américain ne sera même pas en mesure de bénéficier là, des 4 milices au total. Il va pouvoir remplacer uniquement 3 en tout sur le board, là. À moins que vous fassiez des genres d'attaques de kamikaze pour tuer certaines de vos milices pour qu'ils retournent dans le force pool. Je dois dire que j'y ai pensé, là. Mais sinon, là, le US n'a que 3 milices de disponibles. En passant, je le dis tout de suite, et c'est vrai pour toutes ces cartes-là, là, ça c'est assez fucké, là, mais imaginez un scénario où le British, contrairement à notre dernière vidéo où le British s'était fait donner une volée à Penobscot, imaginez un scénario où le British occupe Penobscot. Si cette carte-là est jouée, vous pouvez décider d'ajouter, ça ne dit pas là, une US Controlled Rural Region, alors vous pouvez décider d'ajouter vos deux milices à Penobscot et s'ensuit un combat immédiatement. Et vous êtes considéré comme l'attaquant, et comme je disais dans le vidéo, c'est une vidéo précédente, je me rappelle plus, vous êtes considéré comme l'attaquant et vous ne pouvez pas retraiter parce que vous venez du ciel. Vous venez de la carte événement, vous venez de tomber à Penobscot et vous attaquez, vous vous battez jusqu'à la mort. Les défenseurs, eux autres, peuvent retraiter. Dans ce cas-là, le British pourrait décider de retraiter, là. Mais vous, comme attaquant issu de la carte événement, vous ne pouvez pas décider de retraiter. Alors, c'est un peu fucké et contre-intuitif, là, mais voilà, ça fonctionne comme ça. En passant, je l'ai pas, je tiens à le mentionner aussi, là, un événement qui dit Add one recruit token dans 3 villes US, là, vous pourriez dépasser même la limite de recrutement qui est ici. Alors, ce chiffre maximum-là ici, là, c'est un cap ou c'est une limite. Quand on ajoute les tokens de recrutement à la fin du tour, mais les events peuvent bypasser ça. Fait que New York pourrait se retrouver avec 4 recrues de tokens s'il était déjà plein au moment où l'événement a été joué. Une autre carte très moyenne, là, Tippecanoe. Tippecanoe. Bref, vous enlevez deux forces indiennes euh, comme vous voulez entre Shawnee, Miami et Potawatomi. Ça peut être une façon de protéger Détroit un petit peu. Détroit, comme vous voyez, là, qui est très menacé par les. Ça, c'est le setup de départ, là. Détroit qui est très menacé par les Indiens, autant au niveau des raids qu'au niveau des attaques. Alors voilà, c'était les cartes US. Merci beaucoup. 5 cartes British. Lord Liverpool leads Parliament. Alors, le British choisit soit qu'il avance de 1 sur la traque de diplomatie puis qu'il score un VP ou qu'il ajoute 2 squadrons à la puissante British Navy. Je vous dirais que, basé sur le peu d'expérience que j'ai, je prendrais sans hésiter. Ah non, j'hésite. Je sais pas. C'est hot la diplomatie parce que c'est un VP récurrent à la fin de chaque tour. Alors oui, il y a le 1 VP tout de suite. Il y a d'avancer de 1 sur la traque de diplomatie, ça va donner un VP à la fin de chaque tour. C'est un peu déchirant parce que 2 squadrons de plus, on en a déjà parlé, là. Mais ça vous monte à 6. Ça vous donne beaucoup plus de flexibilité pour les blockades. Et n'eût été de cet événement-là, là, vous avez une deuxième option. Je vous dirais, si je suis capable d'avancer comme British sur la traque d'économie, puis d'aller chercher 2 squadrons de plus, à ce moment-là, je vais prendre la première portion de l'événement. Sinon, je vais peut-être prendre la deuxième portion, là. J'aime avoir 6 squadrons. Là, 4, c'est un peu limitant. Fédéraliste Republican Riots. Alors, on enlève toutes les recruit tokens. Typo, vous savez, ceux qui sont des adeptes de la chaîne savent que ça, je trouve ça très ordinaire, des erreurs, fautes de frappe sur les cartes gros de même, là, je veux dire, c'est... En tout cas, on enlève tous les recruit tokens de Baltimore, Washington. Très ordinaire, honnêtement, comme événement. Encore là, si vous l'avez comme américain, faites les hops avant, recrutez, enlevez tous les recruit tokens de Baltimore, Washington en recrutant, puis l'événement n'aura pas d'effet. Sinon, ben, ça peut ralentir, entre guillemets, la croissance de Baltimore, Washington.
C'est pas la seule petite typo, là. Il y en a même une sur la map, là. Il y a ici Williamsburg qui s'appelle en fait Williamsburg. Alors voilà, c'était votre tâche à marde de service qui chiale par rapport à ça. Ici, Surprise at Fort Mackinac. On ajoute une milice anglaise à Potawatomi. Alors rappelez-vous, les Indiens peuvent bâcher Détroit tant qu'ils veulent. Ils peuvent pas occuper Détroit. Alors cette petite milice-là qui se rajoute à Potawatomi, là, une fois que la ville va avoir été vidée, Détroit n'ayant pas de recruit token, la milice peut gambader et s'en venir et en prendre le contrôle. Mine de rien, c'est un 2 VP à la fin de chaque tour pour le British. Un 2 VP que probablement l'Américain ne reverra jamais. Parce que c'est très difficile là, pour être capable de reprendre ça. Il faut qu'ils traversent les Indiens qui sont ici, il faut qu'ils s'en viennent là. Puis il n'y a aucune façon d'entretenir ces troupes-là, de les maintenir. Fait que c'est pas mal tough. Là. Autre petite affaire pour ceux qui aiment la tâche à marde de service. Alors cet événement-là, il y a un point à la fin de la phrase. Celle-là, non. Pourquoi? Constance, rigueur. Prenez-en de la graine, wannabe designers out there. Le prophète, c'était peut-être l'autre nom de, il y avait Ron Fournier, célèbre animateur de radio au Québec, qui se faisait appeler comme ça. Sinon, c'est peut-être Tecumseh qui se fait appeler comme ça. Alors, vous ajoutez un Indien dans 4 régions indiennes différentes. Alors, comme je disais, les Indiens, par défaut, le British ne peut pas les recruter. Par contre, la plupart des événements qui en rajoutent pour la peine, comme on le voit ici. Et de Henry Letters, alors, le Britannique choisit entre +1 de Public Opinion et +1 de diplomatie. Alors, si vous avez eu l'autre carte et que vous avez monté votre diplomatie, là, vous scorez 2 VP automatiquement à la fin de chaque tour. Là. Si l'Américain est pogné encore ici, là, ça commence à être très intéressant. Là. Et vous êtes à une case de piger une carte de plus, là, puis d'avoir comme de finir le tour avec 2 cartes back-à-back sans que l'Américain puisse répliquer. Là, quand même très intéressant. Et comme je disais, les cartes neutres, alors à qui la chance? +1 Public Opinion, Little Belt Affair. Alors, celui qui joue ça, là, +1 de Public Opinion, qui va l'avoir? J'aime beaucoup, là. euh, Ah non, c'est pas celle-là. Là, ben, en fait, éventuellement, on finit par se rendre à +1 dé de bonus pour se défendre. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Là. C'est le deuxième d'économie. +1 d'ops pour recruter, ça, c'est très, très utile. Et speaking d'économie, le Embargo Act. Alors, +1 d'économie. Encore là, à qui la chance? Je répète, si le même joueur pogne ces 2 événements-là, là, aïe aïe, au niveau des tracks, là, il se positionne, puis c'est très long là, d'avancer sur les tracks par les voies naturelles. Rappelez-vous, c'est au début des tours impairs que chaque joueur peut décider d'avancer d'une case. Là. Alors, sans les événements, là, c'est assez tough d'avancer sur ces tracks-là. Voilà, c'était le petit deck de Prélude. Dans le prochain vidéo, on va regarder les cartes du deck 1812. Il y en a pas mal plus, il y en a 30 cucs là. Fait que ça risque d'être une vidéo un petit peu plus long, peut-être passer plus rapidement si on enlève tout mon chiolage sur l'orthographe et les décisions de design avec lesquelles je suis plus ou moins en accord. Mais si vous voulez voir ce qui vous attend en 1812, manquez pas le prochain vidéo. À plus!